entre le moment où nous avons alerté. Nous, c'est qui? C'est le directeur du CHU qui a alerté il y a 3 semaines. Ensuite... Une ouverture sur la politique et son actualité, comme tous les lundis soirs, vous le savez, une place privilégiée dans ce 18-20 avec Éric Rayapin et Olivier L'Ancien, ainsi que Claude Danican. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous de Politique Première qui reçoit ce soir Olivier Servat, le député de la première circonscription et conseiller municipal de l'opposition aux Abîmes. Outre les questions d'actualité, le député en direct avec nous par téléphone nous précisera sa feuille de route politique, Olivier L'Ancien. Il s'agira pour Olivier Servat d'analyser la gestion de cette crise sanitaire Covid-19 dans l'archipel, une gestion orchestrée par le gouvernement auquel il appartient. Il fait partie de la République en marche. Alors, Olivier Servat croit-il dans cette fameuse relance du gouvernement, relance économique, qui n'accorde que 1,5 milliard d'euros pour tous les pays d'outre-mer, et puis il nous livrera aussi sa vision pour l'avenir de la Guadeloupe. Et puis des questions d'ordre très politique aussi, Claude Danican qui est avec nous par téléphone. Bonsoir Claude. Bonsoir à tous. Olivier Servat qui a démissionné de la région pour se consacrer pleinement à son mandat de parlementaire et à l'opposition dans la ville des Abîmes. Sera-t-il dans la bataille des régionales aux côtés d'Al-Jalis ou de nôtre? Quelle est la stratégie de son mouvement politique éco-Abîmes pour les départementales et puis ses options en matière de gouvernance pour la Guadeloupe? Olivier Servat, bonsoir. Bonsoir, M. Rayapin, M. L'Ancien, M. Danican. Bonsoir aux auditeurs de Guadeloupe la Première. Voilà, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes en direct donc par téléphone depuis les Abîmes. Alors avant de parler strictement politique, quel est votre sentiment sur cette situation sanitaire et de crise que vit le monde entier, mais particulièrement la Guadeloupe? Comment vous ressentez cette crise? Bien, écoutez, c'est une chose sérieuse. Ça fait mal de voir déjà des Guadeloupéens, des Guadeloupéennes partir à cause d'une maladie. Nous constatons que nous avons sur 390 000 habitants en Guadeloupe, nous en avons 100 000, tenez-vous bien messieurs, 100 000 qui souffrent d'une affection de longue durée, soit diabète, soit hypertension artérielle, soit obésité. Ça veut dire que nous sommes relativement fragiles et donc on doit prendre soin notamment de nos aînés et des personnes les plus fragiles. Ça fait mal aussi de voir qu'il y a de la souffrance économique. En tant qu'expert comptable, je le vois tous les jours, des entreprises qui souffrent. Je vois que les restaurants, les bars payent un trop lourd tribut parce que je les ai vus, ils ont fait beaucoup d'efforts pour respecter les gestes sanitaires. Je vois aussi que les salles de sport, je vois grosso modo que l'économie en prend un coup sérieux et derrière l'économie, ce sont des hommes et des femmes qui sont menacés dans leur travail, dans leur gagne-pain au quotidien et dans les contraintes finalement de vie. Et donc effectivement, ça fait réfléchir sur ce que nous sommes, comment nous vivons et comment nous devons mieux faire les choses pour être mieux protégés. Olivier Servat, les critiques sont assez virulentes sur la gestion de ce Covid-19 dans l'Hexagone, mais aussi et surtout en Guadeloupe, une gestion par le gouvernement. Vous en pensez quoi? Je pense que ça aurait pu être mieux géré dès le départ. Dès le départ, je pense en l'intelligence collective. Et on doit dire la vérité à la population, tout simplement. Lorsqu'il n'y avait pas de masque, parce que dans la logique gouvernementale de l'époque française, il s'agissait de délocaliser la capacité à produire des masques, et bien on s'est trouvé dépourvu. Et je crois que le gouvernement a tergiversé, a hésité à dire qu'il n'en avait pas, et que grosso modo, pour nous être en patience, en attendant qu'il n'y ait assez de masques. Eh bien, en réalité, ça ne s'est pas fait comme ça. Et ensuite, il y a eu une nouvelle position qu'il faut porter des masques. Ça a conduit à un peu décrédibiliser la confiance que la population pouvait avoir en ce gouvernement. Plus spécifiquement pour la Guadeloupe, et récemment là, je déplore qu'il y ait tant de délais entre le moment où nous avons alerté. Nous, c'est qui? C'est le directeur du CHU qui a alerté il y a 3 semaines. Ensuite, les parlementaires. Où, par exemple, j'ai eu à écrire à Olivier Véran, ministre de la Santé, en lui disant il manque des personnels en ressources humaines, il manque des infirmiers en réanimation, il manque des médecins en réanimation. Je ne constate que c'est que 3 semaines après que nous soyons en rouge écarlate, que apparemment des médecins de l'armée arrivent, eh bien c'est trop tard et ça nous aurait permis d'éviter peut-être le rouge écarlate, d'éviter qu'on ait à refermer les bars et restaurants et salles de sport pour 15 jours, parce que c'est 15 jours de trop. Alors Olivier Servat, vous êtes en train de nous dire que les parlementaires ultramarins, et particulièrement vous-même, on ne vous prend pas au sérieux ou on vous écoute pas au niveau du gouvernement?
Oui, le gouvernement français, il a sa logique, sa propre logique. Hein. Nous sommes parlementaires élus guadeloupéens. Je suis élu par les Guadeloupéens et donc on défend les intérêts de la Guadeloupe. Le rôle de parlementaire, c'est quoi? C'est voter des lois, contrôler l'action du gouvernement, faire des propositions. Nous ne sommes pas à l'exécution. Aujourd'hui, dans cette crise Covid, en réalité, il y a un couple qui se dégage, c'est préfecture, municipalité pour mettre en œuvre les choses. Nous sommes là comme des vigies. Et je peux vous dire que les parlementaires font leur job, quel que soit le bord politique d'ailleurs. Hein. C'est pas une question de bord politique, c'est une question d'être guadeloupéen, de défendre les intérêts de la Guadeloupe. Et nous le faisons assidûment. Et effectivement, sur certains points, nous ne sommes pas suffisamment entendus. Ou pas rapidement. Claude Danican. Olivier Serva, en vous sent aujourd'hui un homme plus libre, plus distant par rapport au gouvernement et à la République en marche. C'est une impression, c'est réel? Oui, c'est réel, c'est la réalité. Je suis un homme libre, et vous savez, c'est comme dans une relation avec son partenaire, on apprend à se connaître, on pense a priori que les choses peuvent bien se passer. Parfois, les choses ne passent pas comme il le faudrait, et donc on le signale, on le dit pour que ce soit réajusté. C'est ainsi, c'est là où nous en sommes dans notre relation avec la République en marche, une relation de vérité. Par exemple, je n'ai pas voté la confiance au gouvernement parce que j'estimais qu'il y avait trop de mesures de droite, il n'y avait pas assez de signaux pour les Outre-mer et je leur ai dit. Et ça veut dire que maintenant nous attendons des preuves d'amour, nous attendons au quotidien, concrètement, que les choses se passent mieux pour les Outre-mer. Olivier Serva, au vu de la gestion du Covid, au vu des effets, des conséquences de cette épidémie en Guadeloupe, les choix du passé sur le système d'hospitalisation, sur le CHU, sur le paiement à l'acte, est-ce qu'il ne faut pas remettre tout ça en cause et réfléchir à une nouvelle offre d'hospitalisation, une nouvelle offre de santé? Oui. D'ailleurs, là aussi, les parlementaires, avec la délégation Outre-mer, nous avons travaillé sur cela, en lien d'ailleurs avec le directeur du CHU, en lien aussi avec les responsables des médecins. Qu'est-ce qu'il faut? Vous avez parlé effectivement de la tarification à l'activité. C'est ainsi, c'est national, gardons ça. Par contre, il faut, comme ça a été fait par exemple à l'île de la Réunion, revaloriser la rémunération des actes en Outre-mer. Parce que quand on réalise un acte au CHU de la Guadeloupe, c'est dans des conditions beaucoup plus compliquées de surcoût pour faire acheminer, par exemple, les médicaments. C'est un peu une forme de surrémunération. Et bien, cette surrémunération, aujourd'hui, il manque à peu près 3%, tenez-vous bien, 3%, passer de 24 à 27% de surrémunération de la facturation des actes du CHU à la COS, c'est-à-dire à l'ensemble de sécurité sociale nationale, pour que le CHU soit à l'équilibre. Donc il suffirait de ça. Nous l'avons demandé à plusieurs reprises les parlementaires, mais pas que nous, aussi les responsables du CHU. Eh bien, ça n'a pas été fait. Ça a été revalorisé de 1 point il y a quelques années. Il faut revaloriser ça pour qu'effectivement, nous ne soyons plus à dire que le CHU n'a pas de moyens, est en déficit, etc. Ça ne nous empêche pas, par ailleurs, de nous poser la question de comment on peut améliorer la gestion au quotidien du CHU. Mais le système, vous avez raison, le système de rémunération du CHU est aujourd'hui insuffisant. C'est pas moi qui le dis, ce sont les spécialistes, notamment le directeur du CHU. Olivier Serva, pour revenir sur la gestion de la crise sanitaire, on a un sentiment d'une incohérence, voire une gestion à contre-courant entre la Guadeloupe et l'Hexagone. Quand, au début de la première phase de l'épidémie, on avait 15 jours d'avance. Le virus ne circulait pratiquement pas en Guadeloupe. On nous a confinés et aujourd'hui circule et puis on est libre. Est-ce qu'il ne fallait pas prendre une mesure plus dure, plus récuptive, quoi? Alors, il y a deux aspects. Il y a tout d'abord l'aspect national. Aujourd'hui, si on est en rouge écarlate, c'est parce que nous avons 30% des hommes et des femmes qui sont en réanimation, qui sont Covid. Pourquoi il y en a autant? Parce qu'il n'y a pas assez de lits en réanimation. Pourquoi il n'y a pas assez de lits en réanimation? Parce qu'il n'y a pas assez de ressources humaines qui ont tardé à arriver, qui sont arrivées là. Si elles étaient arrivées il y a 15 jours, on ne serait pas en rouge écarlate, on ne serait pas à ce taux-là. Donc c'est effectivement, il y a une gestion de la Guadeloupe négligée qui a conduit à ce que nous soyons en rouge écarlate. Et puis, messieurs, on doit aussi, nous, se poser des questions en tant que Guadeloupéens. Je le vois, moi. Je vois mes voisins, même ma famille,
souvent le virus circule entre jeunes et moins jeunes de la même famille parce que on se dit que pas de problème, pas de coronavirus, sauf que les jeunes sont à l'école, ils contactent des gens et ils transmettent aux personnes plus fragiles. Donc on doit se poser la question. Les clusters aussi, ces gens qui font la fête de façon inconsidérée, eh bien ça conduit à avoir des groupes de personnes contaminées. D'ailleurs, je vous fais une confidence. Moi, en France, j'ai été testé positif au Covid. J'ai été confiné 7 jours. Dieu merci, je n'ai pas eu de symptômes. Mais enfin, ça interroge parce que même si on peut faire très attention, malgré tout, eh bien, le virus est là. Et donc, on doit faire extrêmement attention. Et puis, nous sommes d'abord responsables. On doit se responsabiliser. C'est un tout, M. Danican. On doit effectivement, si la population, et là j'en appelle vraiment à mes compatriotes guadeloupéens, à du sérieux. Vous savez, souvent on a l'impression de si nous pas qu'elle nous a salué, ou bien si nous n'y pas, c'est quoi si nous quand les gens disent respecter. Vous savez, c'est dans notre culture, mais on doit vraiment se forcer. Je dois vous dire qu'il n'y a pas plus tard qu'hier, j'ai dû, me semble-t-il, donner à des amis des masques parce que je trouvais qu'ils parlaient vraiment trop proches de leurs parents. Et c'est pas un peu d'amour, ce sont des gestes d'amour, mais qui peuvent mettre les personnes en danger. Donc, responsabilisons-nous, oui. Et en même temps, vous l'avez dit, M. Danican, il y a un peu d'incohérence. Pourquoi stigmatiser les restaurants, les bars et les salles de sport, alors que moi je les ai vus, pour beaucoup, je vous l'ai dit, ils ont fait des efforts sérieux. C'est comme si on les indexait en disant c'est les autres qui amènent le coronavirus. Ça n'est pas vrai. Vous savez où est-ce qu'on amène aussi le coronavirus? Parce que les compagnies aériennes ne font pas le jeu de rembourser ou bien de repousser un billet quand on est testé positif. Parce que si je suis testé positif et que je devais voyager de métropole à Guadeloupe, eh bien, si je n'ai pas le test positif, je ne peux pas voyager. Et si je n'ai pas un remboursement de la compagnie, je serais tenté de tricher. Et beaucoup de Guadeloupe, enfin beaucoup de personnes font des faux tests, j'ai pu avoir à le vérifier. Et ensuite, j'ai demandé, pas que moi, les autres parlementaires, nous avons demandé à ce qu'il y ait une priorisation des tests pour les ultramarins qui doivent rentrer dans leur pays, de France vers l'Hexagone. Olivier Véran a dit non. Et Olivier Véran, de façon extrêmement maladroite, extrêmement méprisante, et je crois qu'il a compris son erreur depuis, a dit nous pas prioritaires. Ah ben si, on doit être prioritaire, et je sais qu'il y a des solutions qui sont en train d'être travaillées aujourd'hui, et ça doit être fait. Olivier Servat, alors voilà, vous prenez vraiment vos distances quand vous traitez un membre du gouvernement. On sait que vous êtes à la République En Marche, d'attitude méprisante. En tout cas, le plan de gouvernement le plan de relance Macron, 1,5 milliard pour l'outre-mer, vous n'avez pas réussi à obtenir un peu plus. On dit que c'est insuffisant, notamment pour les secteurs productifs, notamment l'agriculture. Alors, juste pour ma relation avec le gouvernement En Marche, je vous le dis, je ne suis pas là pour faire le service après-vente du gouvernement français. Je suis là pour défendre... Vous êtes toujours l'ami d'Emmanuel Macron, rassurez-nous. Mais on peut être ami et dire à son ami ses quatre vérités. Je l'ai dit quand j'étais candidat député, je regarderai le président en plein yeux bleus, avec mes yeux noirs foncés, et lui dire ce que je pense. Et c'est toujours ce que j'ai fait. J'ai eu à le dire dès le début, où j'ai voulu structurer un groupe outre-mer, alors même qu'il ne le souhaitait pas. Je l'ai dit quand récemment je n'ai pas voté la confiance au gouvernement. On défend les intérêts des ultramarins, des Guadeloupéens. Ça, c'est ma feuille de route, ma ligne politique. Et si nous ne sommes pas entendus, nous le disons haut et fort. C'est tout. Olivier Servat, on vous a entendu tout à l'heure dire plus pour très longtemps. Vous avez déjà décidé de quitter? C'est pas moi qui l'ai dit, c'est choix Rayapin ou bien Danican. C'est moi, c'est une question. Vous restez dans la République En Marche, quoi. On est moins dans la réponse, c'était une question, effectivement, on est moins dans la réponse. Alors, vous savez, aujourd'hui la question est est-ce qu'on est dans la majorité ou est-ce qu'on est dans l'opposition? Aujourd'hui, je le vois bien, par exemple, au conseil municipal des Sabines. Je suis dans l'opposition, je peux vociférer de janvier à décembre, mes décisions ne seront pas entendues parce qu'il y a une majorité qui vote. Donc, notre job, mon job, en tant que se voulant utile pour ma population guadeloupéenne, c'est pouvoir influencer les décisions de cette majorité de l'intérieur. Et je peux vous dire qu'on a avancé sur beaucoup de points. Je ne sais pas si on doit parler de mon bilan, mais par exemple, on pourrait égrener l'adoption du duty free. On a pu faire passer cela pour les croisiéristes à Pointe-à-Pitre, Bastère, Marie-Galante, Saint-Louis. EDF, ça veut dire qu'on aura des exonérations pour les magasins de cette zone-là. On a pu faire passer
Tenez-vous bien, c'est une belle extraordinaire avancée. Des concours nationaux à affectation locale. Aujourd'hui, j'ai tout un tas de jeunes Guadeloupéens talentueux qui rechignent à passer des concours nationaux parce qu'ils sont en Guadeloupe et s'ils passent le concours, ils le réussissent, ils doivent partir 1, 2, 3, 4, X années et ils ne reviennent pas forcément. Eh bien, j'ai pu faire voter concours national affectation locale, qui vont passer le concours national, occuper des postes à responsabilité, mais rester en Guadeloupe. Je pourrais égrener tout un tas d'éléments politiques. Olivier, pour faire passer ça, il faut être, je dirais, écouté au minimum dans la majorité, et c'est plus facile dans la majorité que dans l'opposition. Olivier Servat, on vous a souvent reproché votre manque de courage, en tout cas de vous taire quand il fallait l'ouvrir. Et est-ce que c'est aujourd'hui pas une posture que d'agir comme ça? Alors, vous savez, moi, il suffit de m'interroger pour savoir ce que je pense. Peut-être ne m'avez-vous pas assez interrogé. J'ai voté contre l'abaissement de l'abattement fiscal. Seul le vote compte. J'ai voté contre la suppression de la TVA non perçue récupérable pour les entreprises. J'ai voté contre la suppression des zones franches urbaines. J'ai voté contre l'arrêté de catastrophes naturelles. J'ai voté contre l'augmentation de la fiscalité sur le rhum. J'ai voté contre la répartition actuelle de la fiscalité sur le rhum. J'ai voté contre la diminution des fonds POSEI. J'ai voté contre la suppression de François. J'ai voté contre. Vous êtes dans l'opposition. Non, je suis ultramarin guadeloupéen. Tous ceux qui ont voulu me donner une étiquette, je dirais, hexagonale française se sont trompés. Et ils n'ont de Godillot, on va dire. Eh bien, vous dites, si je suis un Godillot, je suis un Godillot pour les Guadeloupéens, dans l'intérêt des Guadeloupéens. Et toujours. Olivier Servat, vous dites avoir voté contre, mais c'est un vote sans incidence, puisque en fait, ça n'a pas eu d'incidence sur les décisions. Mais M. Daliko, je ne suis pas au gouvernement, je suis un député sur 560. Oui, mais c'est l'opposition. En général, l'opposition n'est pas entendue. Mais je vous l'ai dit parfois. Mais je vous l'ai dit, parfois on n'est pas assez entendu, je vous le répète, et effectivement, on le dit haut et fort, tel que je le fais ce soir, tel que j'ai eu à le faire. Olivier Servat, vous avez voté contre quelques mesures, mais vous avez toujours voté les budgets qui les portaient. Non. Par exemple, le budget qui concernait l'abattement fiscal, je me suis abstenu, je ne l'ai pas voté, parce que justement, je n'étais pas d'accord avec cette mesure-là. Donc, il y a des fois, et je peux vous dire, que beaucoup de députés de la majorité en général ne vont pas jusque-là, parce qu'il faut aussi, permettez, en avoir pour dire à sa majorité, je ne vote pas ton budget. Alors, vous aurez été exclu si vous n'avez pas voté. C'est une question de rapport de force. Alors, justement, on parlait du plan d'Emmanuel Macron pour l'outre-mer, l'insuffisance notamment pour les secteurs productifs. Alors, on dit souvent que vous avalez les couleuvres pour faire passer la politique gouvernementale. Vous êtes en train de nous dire non. Alors, à quand la prochaine étape pour que vous allez vous dresser contre ce gouvernement et pour dire que les mesures ne sont pas adaptées pour la Guadeloupe et l'outre-mer? Mais on fait ça tous les jours, M. Lancy, tous les jours, concernant le plan de relance, par exemple. J'ai eu à dire, en rayon de majorité, que sur les 100 milliards d'euros, il n'y a que 1,5 milliard fléché pour les Outre-mer. Or, la population ultramarine est de 3,5%. Donc, il faudrait à peu près 3,5 milliards. Donc, le compte n'y est pas, nous avons dit, et on a dit qu'il n'est pas question d'axer la répartition de ces milliards en fonction de la richesse créée, parce que ce serait une double peine pour nos territoires ultramarins, et donc il faut augmenter cette enveloppe. Et d'ailleurs, je suis déjà prêt à me battre dans le prochain PLF, c'est-à-dire loi de finances initiale, pour pouvoir, en tant que rapporteur spécial au budget, faire des amendements pour améliorer ce budget pour les ultramarins, parce qu'on en a besoin. On en a besoin sur l'eau, on en a besoin pour le chlordécone, on en a besoin pour les sargasses, on en a besoin pour les communes en difficulté, on en a besoin pour les chômeurs, on en a besoin pour la continuité territoriale. Bref, on a besoin le plus de moyens pour les outre-mer. Alors Olivier Servat, juste pour clore ce chapitre dans les relations avec le gouvernement, vous dites que vous avez voté contre, c'est vrai, des mesures pour le budget et vous êtes abstenu, mais à force de demander, à force de voter contre et qu'on ne vous écoute pas, il faut bien à un certain moment s'opposer. Mais c'est ce que je fais, vous savez pas, on est entendu. Hein. Ah, vous avez commencé ce soir. Hein. Non, en fait, vous savez, ce dont on doit être bien conscient, c'est que dans les rapports de la majorité parlementaire, le gouvernement, ça se passe dans des réunions où on se parle entre blanc des yeux. Mais il n'y a pas forcément la presse. Le rôle
des députés de l'opposition et de s'exprimer dans les médias en disant nous ne sommes pas contents, etc. C'est leur rôle, je respecte ça. Mon rôle, moi, c'est de faire avancer les dossiers. Par exemple, il y a la suppression de la taxe d'habitation pour tous les Guadeloupéens et Guadeloupéennes. Ça, c'est une mesure extraordinaire, une avancée qui fait gagner du pouvoir d'achat à la population. Les compléments de minima sociaux qui étaient trop faibles, eh bien, ils ont été augmentés récemment de 100 €. Je peux vous dire que les familles guadeloupéennes étaient grâce à vous tout ça. Mais non, vous savez, je suis un député sur 577. Ce sont des combats, c'est pierre après pierre, mais je prends ma part pour participer à la pierre à l'édifice. C'est ça mon job. 1 sur 577, on doit peser le plus fort possible. Voilà. Avec la délégation d'outre-mer, on pèse le plus fort possible. Avec les députés à Guadeloupe, on pèse le plus fort possible. C'est un travail collectif. Et je m'associe à ce collectif. On a pu aussi, l'une des plus grandes fiertés, revaloriser les pensions de retraite agricole pour nos agriculteurs guadeloupéennes qui avaient travaillé des années et qui touchaient pour une femme 252 € en moyenne et pour un homme 343 € en moyenne. On les a passés à 950 €. Ça, c'est une belle avancée. Ça, j'en suis fier. Ça, c'est une réussite. À Lévigny, le retour des forces qui vont perdre la population aujourd'hui en Guadeloupe. On est passé à 390 000 récemment. Notre fertilité, nos jeunes hommes et femmes partent, ils ne reviennent pas. Eh bien, avec l'association à Lévigny, avec notamment Yann Siranton et Martine Nessa et d'autres, des jeunes très dynamiques, et en lien avec le ministère des Outre-mer, en lien avec Pôle emploi, en lien avec les partenaires tels que la région, le département, le MEDEF, etc. Et bien, on va les faire revenir très bientôt. Vous aurez des avancées sur ça. Sur le chlordécone, j'ai pu faire voter un amendement de 2 millions d'euros pour tester les populations qui veulent tester leur chlordécone, c'est-à-dire combien de chlordécone il y a dans son aïeau. Eh bien, ça n'était jamais arrivé. J'ai déposé une proposition de loi sur le chlordécone et on doit avancer sur la dépollution des terres et sur l'indemnisation des victimes. Olivier Servat, parlons de la politique locale. Vous avez cédé votre fauteuil à la collectivité régionale pour vous occuper des abîmes et de votre mandat de député. Aujourd'hui, il y aura dans quelques mois les prochaines régionales. Est-ce que vous allez y participer? Bien sûr, je prendrai toute ma part à cette élection parce qu'il s'agit de l'avenir de la Guadeloupe. Il s'agira de construire un projet nécessairement écologiste. Je préside l'association Écosabim pour d'abord écologie. Un projet aussi qui devra mieux tenir compte de la formation professionnelle. Je crois que sur ce domaine-là, on doit faire mieux. On doit aussi faire mieux encore le développement économique. Même si nous avions eu de bons résultats dans les dernières années, on doit aller plus loin. Et plus généralement, il s'agit de l'avenir de la Guadeloupe. Donc nécessairement, je prendrai toute ma part dans le projet programmatique. Cependant, je ne serai pas candidat personnellement, mais forcément, on aura nos amis qui y seront et qui seront intéressés à cet enjeu majeur pour la Guadeloupe. Alors justement, vous parlez d'écologie, de formation professionnelle, de l'avenir du pays. Vous avez participé avec Harry Chalus sur la liste Changer d'avenir. Avez-vous le sentiment, sincèrement, ce soir, Olivier Servat, que vous avez changé l'avenir de certains Guadeloupéens? Nous avons fait de notre mieux et bien évidemment, c'est insuffisant. La tâche est tellement immense qu'il y a des zones d'amélioration indéniables. Tout n'a pas été parfait. Mais en tout cas, dans la commission dont j'avais la responsabilité, le développement économique, jusqu'au Covid, et cela encore c'est une réussite collective, parce que ce sont des entrepreneurs qui ont créé de la valeur ajoutée, qui ont créé des emplois. Mais enfin, depuis, tenez-vous bien, 15 ans, le taux de croissance de la Guadeloupe entre 2015 et 2019 n'avait jamais été aussi important. 2 fois plus fort que l'Hexagone, 2 fois plus fort que partout ailleurs en Outre-mer. Le chômage avait baissé 2 fois plus fort en Guadeloupe que partout ailleurs en Outre-mer. Eh bien, c'est une réussite collective. Ça, j'en suis assez fier. Mais il y avait des éléments à améliorer. Il y a des éléments à améliorer. Ça, Guadeloupe Formation, vous avez parlé de formation professionnelle. Guadeloupe Formation est très critiquée, notamment par l'opposition régionale. Oui, ça ne fonctionne pas à mon goût. Si vous le reconnaissez quand même, c'est un échec. Oui. Non, je ne dis pas que c'est un échec, puisque tout n'est jamais un échec ou une réussite, mais en tout cas, ça pourrait fonctionner mieux, ça c'est clair. J'ai remarqué, et là aussi, les parlementaires ont pris toute leur part, on a pu enfin, on a traîné trop sur ça, avoir un statut définitif validé par l'État sur Guadeloupe Formation, donc c'est de bon augure peut-être pour reprendre les choses en main. Olivier Servat, vous serez dans la bataille des résultats, vous avez dit, peut-être pas en tant que candidat, puisque vous avez démissionné, mais vous allez soutenir une équipe. On parle de Chalus, Losbar, Lurel, Mathiazin, vous avez fait votre choix? Je suis membre dirigeant du GUS, Guadeloupe Solidaire et Responsable.
penser Guadeloupe, agir Guadeloupe. Nous aurons un congrès en novembre-décembre et le parti se prononcera sur la cohérence guadeloupéenne et programmatique. Pourquoi tant de tergiversations, Olivier Servat? Il y a un président sortant, il devra être tête de liste pour défendre son bilan. Ça paraît logique. Pourquoi vous attendez le parti? Qu'est-ce qui vous empêche de nous dire ce soir que vous serez aux côtés d'Harry Chalus? Ce que vous dites est logique, simplement il faut une discipline de parti, premièrement, et deuxièmement, il faut s'assurer que cette tête de liste et le parti GUSR sont bien en phase dans l'intérêt général de la Guadeloupe. Ils ne sont pas en phase, enfin, cette tête de liste et le parti, je dis bien, ils ne sont pas en phase en ce moment? Nous avons été en phase pour changer d'avenir en 2015. Il s'agit maintenant de faire un bilan, de s'asseoir, de parler, de dire ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas bien fonctionné. Vous serez parmi ceux qui vont dire qu'il faut reconduire Harry Chalus ou il faut peut-être soutenir Guy Losbar, le président du GUSR? On peut changer aussi, là? Changer de tête de liste? Vous me trouverez rarement du côté des positions individuelles. Vous me trouverez surtout du côté de, on voulait changer l'avenir sur la base d'un programme. Je peux vous dire que j'y avais participé pendant 6 mois. Toutes les semaines, on travaillait à ce programme. Et donc, je partageais ce programme. Maintenant, ici, il s'agit maintenant de pouvoir reconstruire un nouveau programme en fonction de ce qu'on a bien réussi, ce qui doit être amélioré, et de trouver la meilleure équipe. Parce que c'est une équipe, la régionale. C'est pas un seul homme, ça n'a jamais fonctionné avec un seul homme. C'est une équipe. On comprend que vous voulez pousser Guy Losbar, là. Hein? Non, je ne dis pas ça non plus. Guy Losbar est un président de parti, un maire qui réussit, un homme talentueux. Harry Chalus a des qualités indéniables. Donc, mais par contre, il faut que l'équipe soit claire sur le programme qu'on a mené et c'est comment on va le mener. Les deux font l'affaire. Il y a un combat peut-être plus local, plus fixé sur les abîmes. C'est les départementales. Vous y pensez, vous serez. On annonce un ticket Servat qui file dans le 2e canton. Pardonnez-moi, c'est pas vérité. Mais non. On sera forcément dans le combat au départemental aux abîmes. Pour ma part, je préside un mouvement local Éco-Abîmes qui aura son mot à dire et qui sera présent sur les 3 cantons, très clairement. Bien évidemment, tout ceci se fera en cohérence avec le parti auquel j'appartiens, le GUSR. Le sénateur Théophile, qui est président d'honneur du GUSR, et moi, nous aurons notre mot à dire sur ces investitures-là. Et nous voulons du dynamisme, nous voulons que le conseil départemental puisse changer de gouvernance, très clairement, je vous le dis, et nous voulons participer et donner la chance à des hommes et des femmes engagés aux abîmes pour s'exprimer dans l'intérêt des personnes âgées. Alors vous vous réfugiez dans votre citadelle, c'est le GUSR? Mais moi, j'ai un parti, le GUSR, j'ai un mouvement, le mouvement Éco-Abîmes, et je vous le dis, on tombera d'accord sur des hommes et des femmes capables de défendre. Je dirais, la question vous a fait rire, Olivier Servat, vous n'avez pas répondu à la question très directement. Hein, donc je pense mais Claude, si vous permettez... Mais Claude, je ne peux pas... Non, on ne sera pas candidat. Pourquoi? Parce qu'on est déjà en cumul de mandats. Je suis député et conseiller municipal. Je ne peux pas être de nouveau conseiller départemental. Comme je vous l'ai dit, j'ai voulu me consacrer au plus près des abîmes en démissionnant de la région, en m'occuper de la première circonscription, c'est-à-dire les Mornaliens, les Pointe-Trois, les Marie-Galantais, les Abiniens, en tant que député. Donc non, clairement, je peux vous l'annoncer, je ne serai pas candidat, moi, aux élections départementales. Rapidement, Olivier Servat, rapidement, nous arrivons au terme de l'émission. Un mot pour qualifier la gestion de la ville des Abîmes après les municipales de cette année. Eh bien, écoutez, moi, j'ai vu un document qui fait foi, c'est le compte administratif de l'année 2019, déficit. Et le maire l'a reconnu, c'est la première fois où il y a un déficit aussi important de cette année, et de façon cumulée, on est à peine à l'équilibre. Moi, ce que j'ai vu comme chiffre de l'opposition, de ma petite fenêtre, parce que justement, de l'opposition, je n'ai pas toutes les données qu'ils ont, mais j'ai vu que les chiffres en termes de déficit sont inquiétants. Voilà mon avis. Voilà, en tout cas, merci Olivier Servat d'avoir été l'invité de Politique Première. Ce soir, demain, Claude Danican, l'invité, 6h15. Le maire des Abîmes, le président de Cap Excellence, Éric Jackson. Ah voilà, qui donnera une bonne écoute à notre ami Olivier Servat. Bonsoir à tous.